On va parler maintenant de médias et d'entreprise et d'économie. Comment est-ce qu'on peut parler plus de l'entreprise, de l'économie dans les médias? Merci à tous les trois. Allez, on y va. Prenez place. Natacha, Alexandra, bonjour. Oui, là, c'est bon. Je surveille tout. Alors, je retrouve mes petites fiches. Ah oui, en fait, j'ai tout envoyé par SMS, donc du coup... Prenez place. Bon, on va commencer. Il y a un petit peu de bruit de fond, mais on va quand même commencer les débats tout de suite. Pardon? Ouais, non, reste. Assieds-toi, Alexandra. Moi, je vais rester debout. Ça me permet de vous regarder pendant que je vous pose des questions. On est dans un contexte des états généraux de l'information. On va se poser des tas de questions sur la démocratie, couvrir les guerres, couvrir des sujets très très sérieux et très importants. Ça peut paraître peut-être un peu futile de se poser la question que je vais vous poser, mais en tant que journaliste aux Échos, qui est un quotidien qui parle de l'économie, on a aussi voulu se poser la question de savoir si c'était important, comment on faisait pour parler d'économie en général et d'entreprise en particulier dans les médias. Alors pas forcément dans les Échos, qui sont un média très spécialisé sur l'économie, mais dans les médias en général, et quels problèmes ça peut poser. Est-ce qu'on en parle bien? Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'on en parle mieux qu'avant? Est-ce que ça pose des problèmes spécifiques? Et pour évoquer ce sujet, donc Alexandra Ben Saïd, qui travaille à Radio France depuis 99, j'ai pas ma fiche sur les jours, sous les yeux. Embauchée à France Inter en 99, donc on est à 20, oui, on est bientôt au quart de siècle. Et à Radio France depuis longtemps, mais je suis passée par d'autres rédactions. Ok. Et qui présente entre autres une émission qui s'appelle On n'arrête pas l'écho, dont le pitch c'est expliquer aujourd'hui, en gros, l'économie d'une manière compréhensible quand c'est pas toujours facile à comprendre. Juste à côté, Dominique Seux, qui est à la fois chroniqueur tous les matins sur France Inter, qui présente le point de vue de l'économie, de l'économiste, et qui parle aussi de l'entreprise sur une grille généraliste. Juste à côté, Natacha Valla, qui est économiste, qui a une chronique tous les jours sur Radio Classique où elle parle de l'économie en faisant la pédagogie des phénomènes économiques. C'est un peu tôt, mais ça vaut le coup d'être écouté ou de podcaster. Et juste à côté, Antoine Cyr, qui travaille à la BNP Paribas, qui a longtemps été directeur de la communication de la banque et qui aujourd'hui est en charge de l'engagement d'entreprises au sein de BNP, qui nous donnera le point de vue, en fait, est-ce que les entreprises se retrouvent dans la manière dont on parle d'économie. Peut-être la première question que j'ai envie de poser, c'est à Alexandra, est-ce que, d'une manière générale, et Alexandra et Dominique, vous trouvez que c'est facile de parler d'économie et de parler d'entreprise dans les médias, ou est-ce que c'est pas si facile que ça de trouver, de capter, d'intéresser, de trouver du temps d'antenne pour parler de sujets économiques? Bonjour à tous. Alors, dans les Échos, c'est facile. Dans les Échos, c'est facile. Les Échos, donc je réponds facilement à la question. Ouais, mais Dominique, tu es aussi chroniqueur dans des émissions de télé généralistes. Sur une radio généraliste, c'est relativement facile. Ce qui est sûr, c'est que l'économie dans un pays comme la France tient moins le haut du pavé que dans d'autres pays. Quand on regarde les diffusions des médias économiques en France par rapport
Au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, il y a une différence assez sensible. Probablement parce que la France est un pays extrêmement politique et que, je le dis à voix très basse, les journalistes qui tiennent le haut du pavé sont plutôt les journalistes politiques, puis diplomatiques, puis économiques peut-être. Et encore, c'est pas tout à fait sûr. L'économie a longtemps eu, c'est moins le cas aujourd'hui, mais l'économie a longtemps eu l'image d'une matière assez rébarbative, d'une matière assez peu libre, c'est-à-dire où dont les journalistes parlent soit en étant embedded avec les entreprises dont ils parlent, soit étant dans une lecture complètement opposée à l'économie, donc très idéologique. La matière économique, factuelle, journalistique, a mis du temps à s'imposer. J'ai quand même l'impression que c'est le cas maintenant sur la plupart des médias généralistes. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Il suffit d'ailleurs de voir la couverture des sujets économiques. On voyait Delphine Ernotte il y a quelques minutes, et sur France 2, dans le JT de 20h, a incroyablement progressé ces dernières années, notamment grâce à Alexandra, entre autres. Et donc, l'économie a pris une place tout à fait importante. Après, l'économie, ce ne sont pas les entreprises. Et les entreprises, c'est la façon de parler des entreprises. Dans les médias économiques, encore une fois, il n'y a pas de problème, même si on pourrait revenir, les médias économiques pourraient être un peu plus titillants sur les entreprises, probablement, et ne pas laisser ça uniquement aux médias généralistes. Mais sur les entreprises, c'est compliqué. Moi, si je parle de France Inter, c'est vrai que je suis le matin entre un éditorial politique et une interview qui est politique, sociétale, internationale. Et donc j'ai du mal à parler, mais je m'en plains pas du tout, j'ai du mal à parler d'entreprises si elles ne sont pas très très connues, parce que ça ferait un effet bizarre à l'oreille de l'auditeur. La transition, voilà, ce serait un virage sur l'aile un peu compliqué. C'est très facile de parler de l'automobile, de l'énergie, de l'aérien, de la grande distribution, de l'alimentation. Mais introduire des noms d'entreprises qui sont le quotidien et l'ordinaire des Échos dans une radio comme France Inter, il faut être soit dans l'émission d'Alexandra, une heure, donc c'est un temps. Un invité qui a le temps. Un invité, et ça c'est formidable. Dans un éditorial de 2 minutes 30, ce serait un peu différent. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur France Inter, l'éditorial politique c'est 3 minutes, l'éditorial économique c'est 2 minutes 30. On gère à l'économie. Alexandra, tu disais justement sur le chemin peut-être parcouru, puisque le privilège d'avoir aussi quelques années à Radio France, est-ce que tu as l'impression que ça a progressé plutôt dans le bon sens, et quel constat tu en fais aujourd'hui? Alors en effet, sans doute qu'en 99, quand j'ai été embauchée au service économique, on faisait beaucoup de social. Et d'ailleurs, moi j'avais fait à France Info, j'étais leur Madame Euro, en 99, quand le double affichage commence. Et puis je suis embauchée, et en fait je me retrouve à faire seulement du social. Et donc là, on est dans une lecture du paysage économique très rapport de force, mais c'est aussi une période sociale parce qu'il y a les 35 heures. Et parler des entreprises, il me semble qu'on a fait des progrès, enfin moi je le perçois comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le risque, il y avait toujours le risque de faire de la pub. En réalité, je pense que c'était un non-dit, on n'en parlait pas parce que on savait pas trop comment attraper l'objet. Et là, on a vécu un changement de période, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les entreprises structuraient finalement de plus en plus la société, qu'elles faisaient des choses formidables, les iPhones, les réseaux sociaux, et des choses terribles, les iPhones, les réseaux sociaux. Enfin bref, on a mieux réussi à se dire, ok, mais alors si on mentionne pas des entreprises, avec qui on va parler du logement, avec qui on va parler de, par exemple, là on avait Thomas Buberl dans l'émission, comment on s'assure. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'on pouvait adresser des questions d'intérêt général en parlant aux entreprises qui contribuent à faire l'offre. Et là où on a gardé notre équilibre, c'est on ne parle pas seulement des entreprises aux entreprises, mais aussi aux citoyens. On parle aussi de leur environnement, c'est-à-dire de ceux qui les régulent, et on parle de ceux qui ont une voix, les parties prenantes. Bref, je trouve sincèrement qu'en tout cas moi, on va parler que de moi, j'ai mûri. Et en effet, cette heure maintenant qu'on fait où on parle beaucoup des entreprises, il y a ce fil toujours de l'intérêt général, de comment elles y contribuent. Elles nous ont beaucoup aidés aussi en changeant de discours.
on a quand même un discours sur les valeurs qui est monté du côté des entreprises. Sur l'égalité homme-femme, on va faire mieux. Sur le climat, on va faire mieux. Bon, je suis sûre qu'on va y revenir. Et du coup, elles vont à Davos chaque année pour nous parler des inégalités, pour les grands patrons aux côtés de Greta Thunberg, etc. Mais tout ça, ça a un prix. Ça responsabilise les entreprises et ça nous aide à leur adresser les bonnes questions. Elle existe depuis quand, l'émission On n'arrête pas l'écho ? Elle existe depuis 2010. D'accord. Ouais, donc c'est une émission qui dure, qui s'est installée dans la grille. Et puis, sans faire de cocorico, mais ça doit être ça. Peut-être que là, on a trouvé en effet la bonne façon de parler des entreprises, c'est de parler aux entreprises, aux citoyens. Et il y a 2,5 millions d'auditeurs, donc enfin un peu moins quand même, j'exagère. 2,3 millions d'auditeurs. Ouais, on arrondit. Ça fait vraiment un gros paquet de gens qui s'intéressent à cette façon-là de parler des entreprises aux entreprises. Et l'autre truc qui est quand même super aujourd'hui, c'est quand même l'effet podcast, parce que quand même, je vous conseille à tous, on n'a pas toujours le temps, on n'est pas forcément disponible en direct. Matin, oui, c'était on peut être en train de faire autre chose, et c'est vrai que le podcast, ça permet de retrouver, et en plus, l'émission On n'arrête pas l'écho a cet avantage d'être un produit qui n'est pas totalement périssable immédiatement, puisque souvent, comme on passe du temps avec un invité, on est sur des questions de moyen long terme, et donc c'est une émission qu'on peut écouter des semaines après, et ça reste très souvent d'actualité. Natacha, sur les questions, cette vision d'ensemble de quelqu'un qui à la fois est passionné d'économie, économiste, qui a travaillé à la BCE, est-ce que les médias et la compréhension des Français ont évolué grâce aux médias? Est-ce que les médias ont fait le job, ou est-ce que c'est des sujets qui sont en fait un peu compliqués, et donc pour l'économie, on parlait de l'euro, mais aussi pour les entreprises, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Alors, je pense qu'effectivement, en France, il y a un enjeu particulier sur l'enseignement de l'économie de façon générale, mais assez tôt, dans les cursus, au collège, au lycée. D'ailleurs, on voit à quel point les commissions des programmes ont été un peu politisées, un peu instrumentalisées, puis les choses sont allées très loin dans un sens, et puis maintenant on nous dit qu'elles sont allées très, très loin dans l'autre, justement autour de l'objet entreprise. Et moi, je retrouve les étudiants quand ils arrivent un petit peu plus tard à Sciences Po en master. Et cette question-là, en fait, sur cette question-là, les étudiants français ont encore un profil assez particulier parce que, alors, il y a plusieurs amalgames qui sont faits et qu'on peut corriger, qui se corrigent finalement très vite. Et là, le rôle des médias est absolument essentiel, notamment, et tu le mentionnais, par la multiplicité des supports qu'on peut y trouver. Alors, les émissions d'1 heure, ça c'est génial, parce qu'effectivement, pour celui qui y participe, c'est confortable, mais aussi pour ensuite, comme référence audiovisuelle, ça devient un élément de pédagogie. Mais c'est vrai aussi pour les formats un peu plus courts, pour les formats un petit peu plus actualité. Pour de la diversité, ouais. Et de la diversité. Donc, le premier amalgame qui est fait quand même particulièrement en France, c'est entreprise, capitalisme. Et le capitalisme en France a une connotation négative. Alors, j'allais dire, malheureusement, il y a des bonnes raisons pour ça. C'est que on sort d'une période où l'expression du capitalisme était historiquement très particulière et très particulièrement anglo-saxonne et libérale. Et on travaille collectivement, mais vous l'avez dit, à changer un peu notre perspective sur ce qu'est le capitalisme dans sa définition et comment le capitalisme peut s'exprimer dans la société, dans la construction historique. Donc, il y a un travail aussi. Ce que présentent les médias de l'entreprise et ça peut permettre de réduire un peu certains tabous et certains a priori. Je pense que c'est un travail extrêmement important. Et un deuxième point peut-être, l'entreprise, ça a plusieurs réalités. C'est-à-dire qu'une entreprise individuelle, c'est une entreprise. Une ETI, c'est une entreprise. On parle beaucoup des grands groupes, on parle beaucoup moins des PME et des ETI. Et en réalité, quand on fait le lien entre l'entreprise et l'économie de façon plus générale, les PME, les ETI, c'est l'essentiel de l'emploi, l'essentiel de la valeur ajoutée dans un pays comme la France, sur un continent comme l'Europe. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, mais c'est précisément parce qu'il y a beaucoup à faire que ça rend la chose intéressante finalement. Voilà, pour un premier propos. Ce que me disait quelqu'un, ça rejoint un peu ce que tu dis. On fait un sondage et ça ressemble un peu quand on interroge les Français sur l'entreprise, c'est un peu quand on les interroge sur les hommes politiques. C'est-à-dire, ils aiment pas l'entreprise, ils aiment pas les hommes politiques, mais en fait, ils aiment bien leur maire, ils aiment bien souvent leurs députés à la rigueur. Bon, et pour les entreprises, ils n'aiment pas les entreprises, mais souvent, en fait, ils ont une vision assez positive de leur entreprise. Parfois, ils aimeraient être mieux payés, forcément, mais ils n'ont pas une vision aussi négative qu'on peut avoir. Antoine, sur la vision, est-ce que il y a quelques années, c'était plus dur de faire parler d'entreprise
que ça l'est aujourd'hui? Et est-ce que, la deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que les médias sont devenus peut-être un petit peu moins caricaturaux et est-ce qu'on a dédiabolisé un petit peu l'entreprise? Alors d'abord, quantité et qualité, quoi, en gros. Non, mais c'est vrai que dans un plateau où il y a Alexandra, Dominique, David, Vincent, etc. Enfin, non, t'es pas dans le plateau. Enfin, t'es là. Enfin, voilà, je vais pas dire que les journalistes, que les médias économiques sont pas bons et que Non, certainement pas, parce que moi je suis très vieux et donc j'ai vraiment connu l'époque où la qualité de l'information sur les entreprises n'était vraiment pas bonne, où elle était très limitée, y compris dans les Échos, elle était bonne, mais elle était quand même limitée à une façon assez étroite de voir l'entreprise. Ça s'est beaucoup élargi. Effectivement, des émissions comme On n'arrête pas l'écho y ont beaucoup contribué, et donc il y a quand même pas mal d'éléments dans lesquels on a progressé. Alors, puisqu'effectivement on est sur une table ronde de médias et qu'on essaye de ne pas parler que des trains qui arrivent à l'heure, donc moi je dirais deux choses. Je dirais la première, c'est que l'entreprise en tant que fait social est finalement assez bien comprise par les gens qui font de l'économie et qui suivent les entreprises, mais n'est pas assez comprise par les autres journalistes. Et en fait, l'entreprise, elle est très souvent dans beaucoup d'autres endroits où il faudrait que les journalistes comprennent qu'elle est. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, nous, BNP Paribas, on est le premier employeur privé de la ville de Rome, le premier employeur privé de la ville de Bruxelles, on est la première banque européenne. On nous interroge les journalistes qui s'occupent de l'Europe nous interrogent très rarement, alors qu'en réalité, on est une source d'information sur l'Europe. Dans BNP, il y a Paris, mais c'est pas que Paris, quoi. Voilà, une source de gens qui travaillent dans toute l'Europe qui est assez remarquable. Autre exemple, on est le premier employeur privé de Seine-Saint-Denis. On est aussi extrêmement présent dans tous les quartiers politiques de la ville. On s'en est préoccupé très tôt. On a des programmes d'accompagnement d'associations locales qui sont implémentés par nos directeurs d'agence. On a plus de 1000 cadres de BNP Paribas qui font du mentoring de jeunes dans des quartiers défavorisés. On a aidé à l'installation d'un tiers-lieu qui s'appelle l'Ascenseur, où il y a 200 personnes qui travaillent à temps plein sur l'égalité des chances. Enfin bon, c'est des sujets dont on s'occupe beaucoup, et c'est très rare qu'on nous interroge soit sur la banlieue, soit sur l'ascenseur social, alors que c'est des sujets sur lesquels on a énormément de choses à dire en pratique. Et puis enfin, et ceci est en partie, je pense, lié à ce que disait Natacha sur la vision parfois très, très manichéenne du monde du business. Il y a un autre élément sur lequel sans doute les médias sont pas encore complètement outillés, c'est sur le fait à la fois de déjouer les stéréotypes et de faire comprendre qu'il y a et de faire comprendre que les choses peuvent bouger très vite. Et c'est vrai que nous, BNP Paribas, aujourd'hui, on est en train de vivre une situation assez paradoxale. Si c'est sur l'énergie, je pense qu'on pourra faire un focus spécifique. Non, mais j'étais pas. On peut y revenir, mais ça mérite un cas particulier. Bon, mais on va en parler. Tu veux que je le fasse maintenant? Pas tout de suite. Non. On attend. Mais je sais pas, c'est pas de la censure, hein. On va en parler, mais c'est juste que j'ai vu à la fois Alexandra et Dominique prendre des notes. Ils ont envie de réagir à ce qui a déjà été dit, et on fera un cas spécifique sur BNP, le méchant financeur des hydrocarbures. On va pas le louper. Non, c'est vrai qu'en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, si on prend les Échos, parce qu'on peut parler quand même un peu des Échos. Allons-y. Quand j'ai commencé, on faisait des papiers sur les résultats trimestriels, et tu t'en souviens, David, qui étaient très différents de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était les résultats, c'est ça, et il y avait 5 lignes de commentaires. Maintenant, on fait les résultats trimestriels, sont partout commentés tout de suite, et donc ça a dégagé pour tous les journalistes spécialisés beaucoup de temps, et la quasi-totalité du temps, pour aller trouver des angles transversaux, horizontaux, internationaux. Le métier, et bravo aux équipes des Échos, je trouve monté en gamme grâce aussi au fait que l'information est absolument disponible partout. Donc ça a obligé tout le monde, et ça va continuer à faire davantage. Il y a une autre évolution, et je vais titiller un petit peu Antoine, il y a une autre évolution quand même depuis une vingtaine d'années, qui est que les entreprises se sont refermées un peu. C'est-à-dire que les directions de la communication se sont professionnalisées, ça c'est très bien, et répondent aux journalistes, mais les entreprises globalement quand même sont moins ouvertes qu'elles ne l'étaient. On n'appelle plus n'importe qui, n'importe quand, pour avoir une information ou un commentaire interne. Et donc la grande différence, et ça concerne le journaliste de très près, c'est-à-dire quand on parle au milieu économique, ou sur les sujets sociétaux, ou sur on a 50 interlocuteurs,
de think tank, des acteurs, des observateurs, mais de tout type. L'accès à l'entreprise, c'est l'entreprise. Il y a les partenaires sociaux, il y a les syndicats. Mais en fait, le nombre d'accès est plus restreint. Ce qui fait que ça peut bloquer un certain nombre de médias et de journalistes qui se disent, soit comme le disait Alexandra tout à l'heure, on tombe sur la parole officielle tout de suite. Et donc, la parole officielle, certains journalistes peuvent penser qu'elle est par définition fausse, qui n'est pas vrai en soi, mais et donc il y a un problème de difficulté parfois à l'information des entreprises. Alors, les ONG ont beaucoup changé les choses. Les ONG ouvrent sur le domaine de l'énergie. Ouais. Alors, elles ont rééquilibré, puisqu'elles donnent d'autres moyens d'information. La question maintenant, c'est de savoir si on n'écoute pas davantage les ONG que les entreprises. Ouais, quand une ONG parle, elle dit forcément la vérité. Quand une entreprise parle, on a toujours un petit doute, c'est vrai. Ouais. Alexandra. Il y a la question de les entreprises parlent pour quoi faire. Et moi aussi, si je veux titiller Antoine le pauvre, décidément. Évidemment, nous, on n'a jamais de difficulté. Les entreprises sont très chouettes quand il s'agit d'ouvrir leurs portes pour dire à quel point elles font des choses formidables pour la politique de la ville, pour l'inclusion. Les bonnes pratiques ne sont pas difficiles à illustrer. Et tant mieux. Et elles font des choses formidables. En revanche, évidemment, ça répond moins présent sur les sujets qui grattent. Et vous seriez... La question pour nous, par exemple, au magazine Écho, c'est pas tant est-ce qu'on parle assez des entreprises, c'est qui veut bien parler sur ce sujet-là aussi. Voilà, quand on invite un grand patron dont le temps est très compté, qui a 1000 responsabilités, évidemment on dit pourquoi on l'invite. Ah tiens, ça va être le temps de parler de vos résultats, mais ce faisant, si vous êtes banquier, on va vous parler du crédit immobilier, les gens n'arrêtent pas d'en parler, il est de plus en plus... Voilà, ça gratte. Tout le monde ne se précipite pas, ne se précipite pas pour répondre. La loi immigration, vous n'avez pas entendu beaucoup, ça concerne quand même certains secteurs de l'économie, on n'a pas entendu des entreprises prendre le micro pour dire voilà ce que j'en pense, je monte au créneau. Les retraites aussi. Les retraites, je trouve qu'on n'a pas beaucoup. Donc, donner la parole aux entreprises sur les sujets dont elles ont envie de parler et sur lesquels elles sont légitimes, les chouettes sujets positifs. Et bien sûr, une entreprise, ça doit gérer son image. Et le journaliste, lui, il doit gérer les questions légitimes des citoyens. Lesquels citoyens, quand on est dans le service public, on a bien conscience que ce sont à la fois des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés, mais aussi des militants. Donc, il y a aussi un silence des entreprises sur certains sujets. Elles doivent s'ouvrir un peu. Avant de passer la parole à Antoine, Natacha, sur ce point, sur est-ce que les entreprises font le job, en quelque sorte ? Ce qui est intéressant dans cette conversation, en fait, si je reviens sur le changement d'angle du capitalisme, elles se vivent sans doute subjectivement différemment depuis qu'on a une ouverture sur des thématiques qui vont au-delà du capitalisme purement actionnarial, et où on s'intéresse à un ensemble de parties prenantes beaucoup plus grandes. Et je pense que ça, c'est vraiment un tremplin que devraient utiliser les entreprises, et certaines le font. Enfin, toute la séquence sur les entreprises à mission, par exemple, ça a été un tremplin extraordinaire pour celles qui ont voulu prendre un peu les devants et s'exposer sur cette nouvelle lecture de l'entreprise. Mais en tout cas, sortir de la couverture juste du core business, quoi. C'est-à-dire, on peut parler, une entreprise, c'est pas que... En quelque sorte, oui. Et en fait, quand vous prenez, il y a des ouvrages formidables qui ont été écrits sur les entreprises familiales, et dans l'environnement français, c'est quelque chose de vraiment important. Il y a une vision de long terme et une formulation de valeurs qui en fait est très consubstantiel au concept de l'entreprise tel qu'il a été développé initialement dans la science économique. Si on prend Schumpeter, que je relisais justement pour la chronique des matins que je lui ai consacrée. Moi, je le lisais juste comme ça par plaisir, mais bon. Et pour lui, l'entrepreneur, alors évidemment, c'est celui qui va mettre en œuvre et qui va faire travailler le capital que l'investisseur va mettre à sa disposition. L'investisseur, dans le fond, il n'a pas trop de crédit aux yeux de Schumpeter. L'entrepreneur, c'est celui qui a la joie d'entreprendre et la capacité d'innover. En fait, c'est pour ça qu'il est intéressant. Et en fait, je pense que si on a cette lecture de l'entreprise et si l'entreprise a cette lecture d'elle-même, elle peut alors se hausser, ou en tout cas se sortir de son objet de premier cercle, et aller vers ce qu'Alexandra appelait de ses voeux, c'est-à-dire s'exprimer sur d'autres choses, être une entité dans la société.
avant de parler de l'énergie, Antoine, on va y revenir, j'espère qu'on aura le temps, mais oui, on va la voir. Sur est-ce que l'entreprise c'est assez ouverte, est-ce qu'elle a pas peur de communiquer, est-ce qu'elle essaye pas trop de maîtriser la communication en étant genre que sur les bonnes nouvelles et jamais aller sur ce qui gratte. Alors si l'entreprise elle est frappée par le mal commun à absolument toutes les organisations dans notre époque, c'est que tout le monde veut absolument tout contrôler, et d'ailleurs du coup ça génère une forme de complotisme parce que tout le monde pense que tout vient d'en haut par des gens qui contrôlent tout, sauf que la réalité c'est qu'en fait tout ce qui rate c'est parce que en fait on est dans un monde dans lequel tout le monde veut tout contrôler, mais en réalité personne ne contrôle grand chose, et donc il y a effectivement ce syndrome de la volonté d'être en contrôle. Il existe incontestablement dans les entreprises comme il existe dans les organisations c'est pas propre à l'entreprise. C'est pas propre à l'entreprise, c'est un mal de notre époque. Et comme les entreprises sont des endroits parfois assez bien organisés, effectivement, c'est un défaut qui existe. Après, il y a aussi une difficulté qui est que comme on est dans une époque d'interaction permanente, ce qui a des bons côtés, le mauvais côté, c'est que quand vous dites tiens, bah ça c'est un sujet sympa, y compris dans lequel il y a une dimension de polémique, mais vous dites c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment un point de vue, et vous avancez pour exprimer sur le point de vue. Bon, donc du coup, vous vous mettez quand même dans la clairière face à des gens qui risquent de soit d'utiliser ce que vous avez dit contre vous, soit, alors dans certains cas, quand on s'expose, c'est l'inverse de, voilà. C'est vivre heureux, vivons cachés parfois. Dans certains cas, on l'assume très bien. Par exemple, il y a un cas où on l'a très bien assumé, c'est quand notre directeur général Jean-Laurent Bonnafé a été le premier patron du CAC 40 à signer la charte de l'autre cercle contre les discriminations contre les LGBT. Donc, suite à la signature de cette charte, qui a été évidemment médiatisée, nous avons reçu 20 000 emails organisés par une organisation que je ne nommerai pas, de gens qui se plaignaient de ce qu'avait fait BNP Paribas et qui menaçaient de fermer leur compte chez BNP Paribas. Bon, évidemment, on a décidé de ne pas tenir compte de cette pression et de poursuivre dans la direction qu'on avait suivie, et même ça nous a incité à décider d'être pionniers en permanence sur les droits des LGBT dans notre entreprise. On y a même mis peut-être un encore plus grand point d'honneur qu'on y aurait mis si on n'avait pas été attaqué de la sorte. Donc, mais là, donc dans certains cas, on a un truc ça réveille un truc que finalement on assume assez bien. Dans un autre cas, ça réveille un truc où on pense que c'est pas tout à fait juste. C'est par exemple ce qui s'est passé sur la biodiversité. Donc la biodiversité, il y a des années que personne ne parlait de la biodiversité dans les entreprises. Il se trouve que moi j'ai eu il y a quelques années l'occasion de faire partie de coprésider un groupe pour la création de la TNFD, la Task Force for Nature-Based Financial Disclosures, et qu'on a décidé d'être assez actif sur la biodiversité et de le faire savoir. Et par exemple, on a dit qu'à partir de 2025, on ne travaillerait plus avec des entreprises qui ne seraient pas en zéro déforestation à cette date lorsqu'elles travaillent dans des zones sensibles type Amazon. Bon, et donc le fait qu'on ait été le premier à expliquer ça et à le dire assez largement a pour le coup déclenché des attaques où on a dit finalement vous donnez à vos clients le droit de déforester jusqu'en 2025, et donc ça illustre à quel point le monde dans lequel vivent les entreprises est un monde parsemé d'embûches. Donc je dirais qu'il y a une partie de ce défaut que vous soulignez tous les deux qui est un vrai défaut que les entreprises ont dans une époque qui a d'ailleurs généralement ce défaut, et puis il y a une partie qui vient de ce que c'est devenu beaucoup beaucoup plus dur qu'avant. C'est la beaucoup transparence et la rapidité. Oui, Dominique. Oui, en fait il y a 20 ans l'émission économique phare à la télévision c'était Capital, qui était plutôt valoriser les entreprises, et c'est maintenant Cash Investigation. On est passé des gentils aux méchants. La vérité est entre les deux.
La vérité n'est pas systématiquement d'un côté ou de l'autre. Alors, qui sont les gentils, qui sont les méchants? Moi, ce qui m'amuse en ce moment, c'est sur l'inflation alimentaire. En fait, les médias ont plutôt choisi que les gentils, c'était la grande distribution, et les méchants, les industriels. Et donc, on entend, mais c'est aussi parce qu'on entend les premiers matin, midi et soir, les 4 cavaliers de la grande distribution, on les entend, donc Cotillard, Leclerc, Schellcher et Bompard. On les entend absolument tout le temps. Il n'y a pas une matinale sans eux le maintenant, en radio en tout cas. Et les industriels se cachent. Oui, ils ont parce que ils gagnent de l'argent, ils augmentent les prix quand même, et donc ils ont plus peur de s'exposer. Et ils sont devenus des cibles plutôt faciles, surtout quand ils sont grands et américains, parce qu'évidemment c'est plus facile. Et donc il y a les journalistes sont un peu entre les deux quand même, c'est-à-dire que l'actualité sert plutôt la cause de la grande distribution, qui n'est pas complètement blanc-bleu non plus. Il n'y a pas les gentils et les méchants de l'autre. Donc en fait, nous faisons le job, mais nous sommes aussi membres d'une partie un peu plus grande qui nous dépasse. C'est comme Alexandra. Comment? Alors du coup, la question c'est comment on peut bien faire le job. Donc là-dessus, force est de constater que si on veut trouver finalement dire qui est le méchant, qui est le gentil, il faudrait qu'on soit tous cache investigation. Or, ça veut dire des moyens. Donc, dans les difficultés du journalisme économique aujourd'hui, il y a en effet, c'est ce que disait Dominique, la porte, le point d'accès qui s'est refermé, la professionnalisation. Et encore, moi, je trouve c'est un terme gentil parce qu'il y en a qui sont super professionnels et il y en a d'autres qui sont juste fermés des services de com. Et puis, il y a quand même l'étendue de ce qu'il faudrait traiter et le manque de moyens. Une enquête de cache investigation, c'est 8 mois. Bon, les services économiques des médias généralistes. Alors là, nous sommes aux Échos, c'est magnifique. Il y a quand même beaucoup de monde, mais dans le service économique de France Inter. Alors attendez, je sais plus, ça doit être 6 personnes, 8 personnes. Nous, l'émission d'économie, c'est magique, mais finalement, on est 1,5. Voilà, je suis la seule temps plein. Et avec un assistant à mi-temps, une réalisatrice à mi-temps, et ensuite beaucoup de chroniqueurs très très doués, des reporters, etc. Mais bon voilà, il y a un problème de comment bien traiter, il y a un problème de moyens, il y a un problème d'accès, il y a la question de que voyons-nous, enfin que voyons-nous d'autres, comment arriverons-nous à alors là, je suis en train de penser en fait aux Panama Papers. Enfin, je fais tout ce qui gratte aujourd'hui. C'est peut-être mon rôle là. Mais voilà, je pense au Dieselgate. En effet, comme dit Dominique, on compte beaucoup sur les ONG, on compte beaucoup sur d'autres personnes qui vont nous apporter de l'information. Et il me semble, pour finir, que si on veut dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, si on peut pas faire des enquêtes de 8 mois, en fait, il faut parler avec justesse, avec équilibre de ce que les entreprises font de bien et de mal, en donnant la parole à une pluralité d'acteurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, voilà, à défaut d'avoir les moyens de faire un job qui est en fait un job de lanceur d'alerte, qui est voilà, et de Mediapart peut-être, de Cash, on peut arriver à faire une info quotidienne de qualité. Moi, je dis souvent en rigolant, mais c'est un peu caricatural, quand je rencontre un patron pour la première fois, je lui dis, vous savez que sur la durée, personne ne parlera plus de vous que nous. Et en plus, nous, on parlera de vous même quand ça va bien. C'est pas complètement vrai, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu le disais, on parle des succès de l'iPhone, de Tesla et d'autres trucs, mais on a quand même en France le succès un peu, si on parle d'une réussite dans les médias généralistes, moi, mon impression de journaliste spécialisé, c'est qu'on se dit, si tu l'as évoqué tout à l'heure, si c'est bien, c'est que c'est de la pub, quoi. Alors que... Non, j'ai dit qu'on avait énormément... Non, vraiment, David. On a progressé, oui. J'ai dit qu'à un moment donné, il y a 20 ans, en effet, parler d'une entreprise en particulier, ça pouvait être mal perçu. En tout cas, moi, quand je suis arrivée dans un service particulier, avec 4 personnes autour de moi particulières, mais on a fait un énorme, énorme boulot là-dessus. Ça a évolué, il y a encore du chemin à parcourir. Je me souviens être dans une grande radio généraliste, est-ce qu'on pouvait faire un éditorial le matin sur l'IC3 sans être complètement de la pub. Mais c'est la voiture électrique de Citroën. La voiture de Stellantis, Citroën. Mais c'est une vraie question en réalité. Attention, quand on en parle, est-ce que c'est de la pub? Les choses ont beaucoup évolué. Je pense qu'il nous reste quand même une marche à franchir. Alors aussi aux Échos, mais surtout ailleurs, on manque d'ingénieurs. De la transition écologique, c'est aussi une question d'ingénieurs.
Et nous avons des journalistes, et je ne suis pas ingénieur, il y a finalement assez peu de journalistes qui ont la compétence technique pour dire sur l'hydrogène, là, c'est n'importe quoi. Sur les 3 types de batteries qui sont en concurrence aujourd'hui, lequel, non pas va gagner, c'est pas notre job de dire ça, mais pour comprendre de quoi on parle. Beaucoup de sujets. Pendant longtemps, on s'est dit, il y a trop de Sciences Po, il n'y a pas assez d'écoles de commerce. Et maintenant, je me dis aussi, attention, on manque d'ingénieurs. Antoine, peut-être, j'avais promis qu'on parlerait de l'énergie, parce que c'est vrai que sur l'énergie, le financement des hydrocarbures, c'est un sujet qui revient régulièrement sur le thème BNP. Oui, vous nous dites que vous êtes aussi vert que votre logo, mais la vérité, c'est qu'en fait, vous financez encore massivement des hydrocarbures. Comment est-ce que, de l'intérieur de la banque, on a vécu cette critique frontale qui est ce que pense à peu près tout le monde, j'imagine. Alors, d'abord, déjà au départ, on n'est pas d'accord avec le présupposé qui serait de dire que BNP Paribas a particulièrement aimé les énergies fossiles. C'est pas ça. C'est simplement, on est la plus grosse banque européenne et donc on est la plus grosse banque pour tous les secteurs économiques. La grande distribution, le cinéma, l'édition. On est la plus grosse banque européenne. Financez pas que les méchants, quoi. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est que tous les secteurs économiques, on est la première banque en Europe. À part l'agriculture. Crédit agricole. Voilà. Mais donc, à part sur les secteurs, sur les secteurs économiques industriels, on est la première banque et parce qu'on est une banque très importante en Italie, en Belgique, en Allemagne, etc. En plus de l'être en France. Donc du coup, à un moment, quand cette critique justifiée en tout cas, elle nous paraissait pas justifiée dans ce qu'elle avait de morale, parce qu'on n'avait aucun goût particulier pour les énergies fossiles, mais en revanche, elle était juste dans ce qu'elle avait de chiffré, parce que nos chiffres étaient effectivement gros. Et donc, on s'est dit assez tôt qu'on considérait que c'était une responsabilité importante, que ça nous donnait une responsabilité et que ça nous donnait la responsabilité d'être assez actifs dans la transition. Et on a eu la faiblesse de le dire. Et là, on nous a dit, mais vous faites du greenwashing. Alors qu'en réalité, on n'était pas en train de faire du greenwashing, on était en train d'annoncer ce qu'on allait faire et ce qu'on était en train... Une trajectoire. D'annoncer une trajectoire. Bon. Et maintenant, on arrive à un moment où la quasi-totalité de la trajectoire est bouclée. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, il y a des émissions obligataires toutes les semaines du secteur pétro-gazier et il n'y en a pas une où il y a BNP Paribas. On a dégringolé. C'est un domaine dans lequel on était dans les 5 premiers il y a quelques années et sur le dernier classement Bloomberg depuis le début de l'année, on est 34e mondial. Donc, on est en train de sortir du marché. Et là, effectivement, tous les gens qui observent le marché disent, mais où est passé BNP Paribas? Ils sont sortis du marché. Donc, c'est pas un engagement. C'est un fait. On est sorti du marché et le même classement Bloomberg nous met numéro 1 mondial. J'ai les classements Bloomberg, Alexandra. Le même classement Bloomberg nous met numéro 1 mondial pour les financements verts. Parce qu'on a fait, en fait, à un moment, on a traité le sujet non pas sur un plan moral, mais on a traité le sujet sur un plan d'entreprise qui consistait à se dire, bon, l'énergie, c'est 3% de notre activité, donc c'est un secteur parmi d'autres, mais c'est un secteur qui est vital pour l'avenir, et donc on a décidé de changer complètement notre business model dans le financement de l'énergie et de cesser d'être un acteur des énergies fossiles et de devenir le leader mondial des financements verts. Sachant que, comme vous le savez bien, il y a quand même une petite difficulté qui est du fait que chez certains acteurs, la ligne n'est pas si facile à tracer. Mais on essaye de la tracer le plus rigoureusement et le plus sévèrement possible, je dirais. Et donc là, le reproche qu'on pourrait faire aux médias, c'est quoi? C'est qu'ils dénoncent à un moment, mais ils n'ont pas fait le constat. À un moment, les choses bougent. Elles bougent assez vite pour le coup, mais il y a une espèce de persistance rétinienne qui est quand même colportée par les médias. Alors du coup, j'ai envie de poser... Et encore, dans ce secteur-là, vous êtes face, je sais pas si face, mais à une ONG, Reclaim Finance, qui est capable de délivrer des bons points, y compris à BNP. Oui, mais alors là, Dominique, pardon, mais je reprends la parole une seconde. Ce qui est assez intéressant, c'est que parce que vous avez beaucoup parlé des ONG. En fait, il y a des ONG qui font un espèce de travail matrice et il y a des ONG qui exploitent ce travail matrice. Et souvent, les ONG qui font le travail matrice changent avant celles qui l'exploitent. Mais parfois, les journalistes écoutent
autant celles qui exploitent un travail qui a été fait il y a déjà un certain temps que celles qui sont en train de faire un travail qui évolue. Donc ça, c'est une... Mais je dis les journalistes, c'est comme les ONG, il faut pas généraliser. C'est certain, voilà, mais c'est comme ça. Natacha. Alors, ça, c'est un sujet qui est passionnant, et je pense que le rôle des journalistes sur ce sujet-là, c'est précisément de sortir du militantisme et de l'a priori dans un travail auquel on est tous confrontés aujourd'hui, qui est de trouver la bonne source de données. Et la bonne source de données là-dessus, elle n'existe pas encore, parce qu'il y a des propositions qui sont très hétérogènes. On ne sait pas exactement quel système va être choisi pour mesurer. Qui est fiable, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est un travail qu'on a à faire collectivement, les chercheurs des universités. Mais là, le média, en tant qu'interface entre toutes ces sources diverses, si c'est vraiment votre métier pour le coup, et le grand public, c'est-à-dire voilà, faites attention parce que cette source-là, en fait, ou alors là, on est quand même à peu près sûr, il y a de l'information qui est de qualité et ça peut avoir changé de 6 mois en 6 mois. Donc ça, c'est absolument essentiel parce que on est tous, y compris les plus spécialistes. Alors chez les ingénieurs, sans doute pas. Effectivement, on aurait besoin de plus de sciences dures pour informer ce débat, mais en tout cas, on est tous un petit peu à tâtonnement dans le brouillard. Et c'est collectivement qu'on peut arriver à dépassionner, à éviter de se fourvoyer. On a besoin d'un thermomètre fiable pour dire quelle est la température, quoi. C'est sûr que je ne sais pas. Alexandra ? Alors tout à fait, trouver les bonnes sources. Comme disait Dominique, il y a certaines ONG dont on peut plus apprécier le travail que d'autres. Il y a des gens très bien cortiqués qui savent mieux que nous, puisque nous on est un peu toutologues, et on essaye. Hier j'étais spécialiste du nucléaire, tout à l'heure je serai spécialiste de la grande distrib. Voilà, on essaie. Donc on trouve des sources. Il y a des ONG quand même, mais en effet Natacha a raison, il nous manque l'outil. Personnellement, je suis peut-être naïve, mais j'ai un grand espoir dans la notation extra-financière qu'est en train de fabriquer Bruxelles et puis Emmanuel Faber de son côté. Je me dis peut-être que grâce à ça, on va pouvoir enfin évaluer qui fait vraiment quoi, comptabiliser qui fait vraiment quoi pour la transition énergétique. Mais en tout cas, moi je trouve c'est vraiment un temps passionnant parce qu'au fond, il y a un débat qu'on n'a toujours pas tranché, c'est est-ce qu'il faut couper les vivres à l'industrie pétrolière pour réussir la transition énergétique, ou est-ce qu'il faut, c'est ce que dit Pouyanné, Patrick Pouyanné, le patron de Total, ou est-ce qu'il faut qu'on les laisse continuer à faire du pétrole et que c'est ainsi qu'ils vont arriver à financer les renouvelables. Bon, ça c'est plutôt un débat d'opinion au-delà du factuel. Le risque que nous avons, nous journalistes, c'est d'être extraordinairement paresseux sur ces sujets de transition écologique. Je vous donne un exemple très concret. On publie des papiers tous les jours sur tous ces sujets de transition, de pollution, d'émissions de CO2. Si je demande ici quel est le volume des émissions de CO2 de la France, je suis à peu près certain que personne n'a la réponse spontanément. Et combien de personnes savent qu'elle baisse ? Quelle baisse? Alors après, on peut en discuter sur l'empreinte carbone, etc. Mais je suis fasciné de voir que on parle des secteurs polluants tous les jours, et l'organisme qui publie chaque trimestre et bientôt chaque mois, c'est un combat que ça on est en train de gagner, chaque mois des données sur les émissions de CO2, qui s'appelle le CITEPA. Vous n'en avez jamais entendu parler, et quand il sort ces statistiques, ça n'intéresse personne. Ça me fascine. C'est extraordinaire. Et donc, c'est aussi notre rôle d'aller quand même aller gratter un peu et d'aller chercher, d'aller repérer, comme disait Natacha. Ouais. Voilà, exactement. Antoine, moi, on approche de la conclusion. Alors. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Alexandra. C'est intéressant parce que effectivement, il y a un débat d'opinion, mais c'est intéressant de voir qui se positionne où. Parce que finalement, par exemple, nous, on s'est positionné très proche des ONG. Puisque mais qui vous font encore reproche, donc c'est ça qui est absolument qui crée un brouhaha. Et bien parce que et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est extrêmement. Alors il y a les ONG qui travaillent de façon très cartésienne et qui effectivement commencent à comprendre ça, mais il y a d'autres ONG pour lesquelles, et ça nous ramène au côté très idéologique du débat en France, pour lesquelles c'est extrêmement difficile d'admettre qu'une entreprise. Alors en réalité, c'est assez facile pour BNP Paribas parce que en réalité, on n'est pas du tout le chantre du capitalisme. On a 3 représentants des salariés à notre conseil d'administration. L'un de nos principaux actionnaires est l'État belge. Notre premier actionnaire, c'est la collectivité des clients du Crédit Agricole. Donc, si vous voulez, s'il y a bien un truc qui est très fédératif et très et à la limite du mutualisme dans le capitalisme français, c'est BNP Paribas. Bon, alors peut-être que ceci explique cela, j'en sais rien. Mais
mais c'est vrai que c'est assez drôle, alors que quand vous avez fait, allez, 99% du boulot, on va pas dire qu'on a fait 100% parce que c'est toujours très difficile d'être chimiquement pur, mais quand vous avez fait 90% du boulot, vous vous retrouvez toujours assigné à résidence parce qu'il y a des gens qui ont tracé une ligne et en fait vous vous reconnaissez dans aucune des lignes qui a été tracée par d'autres gens. Pour conclure, Alexandra, pour conclure. Bon, juste pour finir sur ce débat, j'ai dit débat d'opinion et en fait je me dis mais non. Il y a une ligne qui est qu'à partir du moment où l'Agence internationale de l'énergie, elle dit qu'il faut plus sortir une goutte de pétrole, sinon on va pas y arriver. Bon, il me semble que là on a quelque chose d'assez factuel, d'assez dur, qui peut être une ligne d'horizon. Mais plus globalement sur l'image des entreprises, comment on parle des entreprises, et c'est donc la conclusion. Il y a des grands tricheurs qui ont fait beaucoup de mal aux entreprises. Le Dieselgate, c'est pas de la faute des journalistes, hein, c'est Volkswagen. L'industrie du tabac dans les années 70 qui fait de la désinformation, l'amiante, etc. Mais finalement, l'entreprise, sachant cela, je pense qu'il n'y a pas de naïveté, mais les entreprises ont une très bonne image. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le MEDEF en 2021 qui a fait faire un sondage par l'IFOP. 83% des Français ont une bonne image de l'entreprise. C'est donc que les journalistes ne doivent pas en parler si négativement. C'est donc que nous les entendons sur les valeurs. Et il y avait même une proportion plus forte de gens qui disaient, dans ce sondage IFOP, faire confiance aux entreprises pour réussir la transition, les grands enjeux, l'égalité homme-femme, qu'à l'État. Sauf que, évidemment, cette grande confiance, eh bien, elle a un prix, c'est-à-dire, est-ce que les chefs d'entreprise sont toujours prêts à entendre cette confiance et les attentes des citoyens? C'est ça le sujet de l'image. Bon, je voulais conclure et on me dit qu'il y a peut-être le temps pour juste une question dans la salle. Il faut se précipiter pour la poser parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si quelqu'un a une envie de question. Bon, désolé. J'ai un peu cassé l'ambiance en disant qu'il fallait... allez, on vous apporte un micro. Moi, j'avais une question. En fait, quelles sont vos relations avec les relations presse des entreprises? Parce que effectivement, ça peut être toutes les entreprises ont des services de relations presse, donc ils veulent être dans vos médias. Mais vous faites comment? Comment vous faites pour ne pas faire de la publicité, comme vous le disiez tout à l'heure? C'est la multiplicité. Le journalisme, c'est la diversité des sources. Les relations presse d'une entreprise sont une des sources, un des contacts, mais il y en a d'autres. Je disais les partenaires sociaux, les ONG, les politiques, les responsables politiques, c'est la multiplicité des sources. Là, c'est pas très complexe. Ouais, et puis en fait, les relations presse ont quand même aussi, je pense, un petit peu évolué. Aujourd'hui, nous, dans les relations qu'on a au quotidien, elles sont à la fois, elles font écran, elles n'ont pas envie qu'on révèle des secrets d'entreprise parce qu'elles sont en compétition avec d'autres acteurs. Elles préfèrent qu'on parle des bonnes nouvelles que des mauvaises. Mais en fait, dans la pratique, elles ont surtout pas envie qu'on écrive de conneries. Et donc, quand on appelle et qu'il y a un truc qui est vrai, pas vrai, hein, ils essayent quand même aussi au quotidien de nous aider pour nous guider, quoi. C'est-à-dire que c'est rare qu'une entreprise aujourd'hui nous mente de manière complètement consciente pour se cacher quelque chose qui finira de toute manière par se savoir, et ils vont tuer des années d'investissement et de relations qu'ils essayent de construire qui sont quand même basées sur une forme de confiance. Donc je pense que les entreprises essayent de conserver une part de secret, mais une fois que quelque chose est sur la place publique, c'est rare. C'est la raison pour laquelle aux Échos, on a fait le choix depuis très longtemps, à l'inverse d'autres médias, d'avoir des journalistes spécialisés qui restent longtemps, voire très longtemps, sur des sujets. Donc qui savent décrypter, qui perdent pas trop de temps à vérifier si c'est cohérent et vraisemblable. Voilà. Merci à toutes et à tous. Alors on va avoir une transition. Je vais